Le mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste au nom de Boko Haram continue de frapper au Niger. Le mouvement insurrectionnel a revendiqué l'attaque sanglante de Difa et qui a ôté la vie à au moins 27 personnes le week-end dernier. Les faits sont survenus le jour des élections municipales et régionales au Niger. Entre 800 et 1000 maisons ont été incendiées et par les assaillants selon des sources locales et de nombreuses personnes sont mortes brûlées vives dans cette attaque particulièrement barbare. La région de Difa est située, il faut le rappeler, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. On se rappelle également du plus important massacre de civils qui a été enregistré le 2 janvier 2021 dans la région des Trois Frontières. 3 jours de deuil national avaient alors été déclarés par le chef de l'État Mahamadou Issoufou pour les 100 Nigériens qui avaient été tués le 2 janvier. Une mesure à l'ordre du symbole qu'a décidé le Conseil national de sécurité exceptionnelle dirigé par le chef de l'État Mahamadou Issoufou. Des attaques qui posent une fois de plus le problème sécuritaire et la capacité de l'État à garantir la sécurité de son peuple et ses biens, et ceci alors que le Niger est en plein dans le processus d'une nouvelle page de son histoire politique avec l'alternance au pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Ligne Rouge sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Ce matin, nous parlons de la nouvelle attaque terroriste perpétrée au Niger qu'a revendiqué le groupe insurrectionnel Boko Haram. Nous parlons ce matin justement de cette attaque. Il est question de savoir pourquoi une telle recrudescence des actes barbares dans ce côté de la région du Sahel. Que faut-il faire au niveau des autorités pour éliminer définitivement le terrorisme dans cette partie du Sahel? Et est-ce que ces différentes attaques ne sont pas là pour et empêcher qu'il y ait alternance au pouvoir au Niger, sachant bien évidemment que le président sortant Issoufou Mahamadou a décidé de ne plus se représenter à cette nouvelle élection et nous sommes en train d'organiser le pays, bien sûr, le second tour de l'élection présidentielle qui opposera donc le candidat au pouvoir Bazoum et donc le candidat de l'opposition Ousmane pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le mois prochain. Et donc, pour en parler ce matin, nous avons sur le plateau Patrick Sapap, qui est le coordonnateur continental des Girafes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Esther, Excel bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, bonjour aux techniciens qui sont encore présents là ce matin. C'est un plaisir d'être encore là pour essayer d'éclairer la lanterne africaine sur tout ce qui se trame dans le destin de notre continent. C'est toujours un plaisir, ce sera toujours un plaisir d'être là au moment où j'apprécie justement la configuration linéaire de la femme bantou que vous êtes avec la parure qui vous permet d'apparaître dans les ménages ce matin. Merci de m'accueillir une fois de plus. Merci à vous également. Nous avons un autre invité sur ce plateau, mais il est sur Zoom. C'est Issa Cissé. Bonjour et bienvenue. C'est un analyste panafricain. Pas de volume ce matin. Et heureux de partager le plateau avec vous et je suis très très content. Merci. Volume. Nous restons avec vous, Issa Cissé. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier cette recrudescence des actes terroristes au Niger? Oui, ce matin, il y a un problème de volume de votre part, je pense. Je vous entends très mal. Donc, je dirais l'attaque de Boko Haram au Niger aujourd'hui. Nous allons revenir donc la CEDEAO doit prendre les leçons par rapport à cette attaque de Boko Haram. C'est ce qu'on a dit. Les Africains, rien n'est au hasard en Afrique.
l'Europe a tout le plaisir de faire le gel de Poutine et beaucoup d'autres s'il s'agit d'une réaction pour contrecarrer les actions de l'Occident. Mais l'Afrique n'a pas les moyens d'imposer à l'Europe de faire le gel de tous les terroristes, des assassins, des criminels avérés qui tuent les Africains au Sahel. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont financés par qui? Les armements qu'ils ont, c'est où? Les carburants qu'ils utilisent, ça provient d'où? Ces gens se déplacent comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'annonce au Mali. Voilà des criminels qui sont poussés à tuer les Africains pour pouvoir pérenniser l'Afrique et l'action de la France et rester en Afrique. Ils sont poussés par eux. Et cela me rappelle très bien, lorsque Idriss Déby avait condamné des Français, des assassins, qui étaient venus pour prendre les enfants au Tchad, et que Idriss Déby les avait condamnés à mort. Sarkozy a promis aux Français qu'il va chercher ses compatriotes. Ils ont dépêché la rébellion au Tchad, poussé la rébellion jusqu'à la frontière au niveau du palais, et pour dire à Idriss Déby une renégociation. Idriss Déby a gracié l'arc des Zoé, les acteurs, et les rebelles sont retournés. Voilà des individus qui sont payés, qui sont gardés par la France pour pérenniser le précaré en Afrique et tuer les Africains au vu au regard de la CEDEAO incompétent, qui est une branche mafieuse de la France installée en Afrique aujourd'hui, qui ne paie rien et que ces chefs d'État vraiment se foutent vraiment de la vie des Africains. Je les appelle, ce n'est même pas des chefs d'État. Parce qu'il faut que les Africains leur comprennent très bien. Dans une délégation africaine, tu trouveras toujours le service secret installé à la France pour pouvoir guider l'Afrique, pour pouvoir contrôler l'Afrique et mettre l'Afrique à genoux au bénéfice de la France. Et ça, c'est indéniable. Il faut que les Africains d'aujourd'hui comprennent cela, que depuis l'avènement de notre indépendance, tout a été mis en place pour que ce continent puisse rester à servir la France. Et ça, il faut le reconnaître et il faut que les Africains se donnent la main. C'est le moment ou jamais qu'on doit dire non à la France et doit dire non encore à l'organisme qui a été mis en place pour gérer l'Afrique. Ce n'est pas caché et tout le monde le sait très bien. Donc c'est pour dire aux Africains qu'on doit tout faire aujourd'hui et dire à ceux qui représentent l'Afrique, ce sont des chefs d'État en Afrique, mais c'est des frères franc-maçonniques qui sont préparés par la France pour gouverner l'Afrique aujourd'hui au bénéfice vraiment des adorateurs de Lucifer, qui s'en foutent des Africains, qui ne veulent pas le bonheur de l'Afrique et qui sont là à servir la France et tout faire aujourd'hui pour que vraiment ces criminels restent chez nous. Nous interpellons la CEDEAO de vite quitter le Mali pour aller à Abuja et que les Africains prennent en main la destinée de l'Afrique au lieu de venir s'immiscer dans les faux problèmes en Afrique alors que la France est là à tuer en longueur de journée des Africains au vu et au regard du monde entier. C'est ce seul continent où il y a des conflits d'envergure de ce genre. C'est ce seul continent où on tue des Africains, des êtres humains. On ne dit absolument rien, soit disant qu'il y a des rébellions, soit disant qu'il y a des organismes aujourd'hui fallacieux, préparés, financés et appuyés par la France pour pouvoir pérenniser les actions françaises en Afrique. Moi, je pense qu'il y a de quoi aujourd'hui à se plaindre à cette république ou à cette politique française, vraiment qu'ils regardent au rétroviseur le massacre qu'ils sont en train de faire pour pouvoir gagner leur vie aux dépens vraiment
de ce continent du peuple africain. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Boko Haram ne peut pas pérenniser en Afrique pendant tout ce temps s'il y avait une volonté à résoudre le problème des Africains. Ça a été préparé depuis l'avènement de l'Afrique à l'indépendance. Donc nous interpellons tous les Africains aujourd'hui, dignes du nom, qui sont sur notre continent et qui sont en train de pérenniser l'action de la France pour tuer des Africains, des innocents Africains, comme si nous sommes vraiment des bêtes sauvages. Vraiment, c'est inadmissible. Ça doit s'arrêter et c'est le moment et tout de suite. Nous revenons à vous, que Patrick Sapap, d'entrée de jeu. Dites-nous pourquoi maintenant? Maintenant, parce que l'opportunité se présente. L'opportunité se présente pour les ogres, des ogres de la liberté et de la libération. Ceux qui sont les adversaires justement de la liberté et de la libération. Et si vous faites un parallèle avec ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2013, lorsque Compaoré était sur le point d'ensevelir l'article 37 qui limitait les mandats présidentiels à 5 ans renouvelables une fois, eh bien, le Burkina Faso, depuis l'assassinat de Thomas Isidore Sankara le 15 octobre 1987, eh bien, n'a pas connu de secousse jusqu'à ce que le médiateur intergalactique préparé par ces bandits internationaux qu'on appelle Blaise Serial Killer Compaoré puisse être évacué du pouvoir parce qu'il voulait ensevelir un pacte social, un pacte constitutionnel en ensevelissant justement cet article 37-là. Comme il est parti, eh bien, retour des secousses au niveau du Burkina Faso en 2014. Il est parti en 2013, c'est revenu en 2014 pour créer l'insécurité qui avait alors disparu. Pendant qu'il était là installé comme l'homme lige, celui qui devait venir permettre à la France justement de contrôler tout le Burkina Faso et par extension tous les pays à côté. Alors, quand vous revenez donc au Niger, vous avez une trajectoire qui a été définie depuis cette indépendance sous contrôle portée par Amani Diori le 3 août 1960. Il faut noter que Amani Diori, après avoir signé ses accords de coopération, était justement dans la logique de Houphouët-Boigny, ceux qui s'étaient opposés réellement à ce que l'Afrique puisse construire déjà ce grand ensemble qui allait permettre de porter les revendications et les aspirations du peuple continental, notamment qui a été transformé l'OUA avec les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré et tous les autres. Donc ils ont préféré le paternalisme français dans cette direction-là. Donc il a signé ces fameux accords de coopération. Il s'est retrouvé à proclamer une fausse indépendance le 3 août 1960, mais il y est resté, préparé en cela justement par la main lourde française. Et dès que il y a eu quelques petites secousses au niveau de l'économie, mais surtout de l'environnement au niveau du Niger, eh bien, le 14 avril 1974, il a été évaporé du pouvoir. Évaporé du pouvoir par Séini Kounché, qui est resté remplacé en cela remplacé par Séni Kounché, mais qui a été encadré toujours par Paris, parce que généralement les gars jouent avec l'opinion, la position de l'opinion. On constate que ce monsieur ne peut plus servir, et puisque l'opinion n'est plus d'accord, parce qu'il y a beaucoup de balbutiements pour cerner et circonscrire le problème qui est arrivé sur le plan agricole, sur le plan environnemental, eh bien, on active le plan B qui était Séni Kounché, alors qui arrive également avec la même lourde sur le Niger et qui doit s'évaporer en 1987 à la faveur de la mort. Et c'est là où Ali Chaïbou prend donc cet intérim là qui va durer pratiquement 5 ans pendant qu'on est en train de chercher à trouver quelqu'un qui allait leur permettre de continuer de contrôler cette affaire là. Mais quand même, le 10 octobre 1989, il y a une secousse internationale, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. Vous savez que le mur de Berlin était le dernier symbole de la guerre froide, et sa chute venait mettre un terme à la mission qu'on avait confiée à la France de surveillance des États d'Afrique francophone. Et le 20 juin de l'année d'après, c'est-à-dire en 1990, eh bien, à la Baule, Mitterrand, qui était le président français d'alors, est obligé d'appeler tout le gratin des chefs d'État au niveau de la France, à la Baule, s'entend pour leur annoncer qu'il va falloir passer de ce côté-ci, c'est-à-dire absence de liberté de la presse, indépendance de la justice, élection pluraliste, il faut revenir à la démocratie, des choses comme ça. Eh bien, première donc élection en 1993, là où vous avez
Maman Ousmane. Maman Ousmane, c'est bien celui qui va aller le 20 février au second tour avec Mohamed Bazoum, qui, soit dit en passant, est la reproduction justement de ce que Issoufou a mené pendant une dizaine d'années là-bas au Niger. Et donc, Maman Ousmane, lorsqu'il arrive, ce n'est pas en réalité celui qui idéologiquement avait été préparé par Paris, et il a commencé à avoir un comportement iconoclaste. C'est pour ça que la secousse se fait en 1996, c'est-à-dire 3 ans après son élection, pour le pousser à une escroquerie politique qui allait le mettre en difficulté au niveau du Parlement et le forcer justement à rentrer dans une sorte de cohabitation qui n'était pas adaptée aux spécificités du Niger. Et coup d'État avec Ibrahim Baïri Manassara, qui fait le coup d'État et qui organise une élection lui-même et se met en place. Et pendant que ces gens-là pensaient qu'il avait continué dans leur direction, il s'est mis à prendre des orientations despotiques. C'est pour ça que lui-même doit se voir éliminé du pouvoir physiquement et politiquement en 1999 par un autre coup d'État. Et donc, arrive dans ce 99-là, Mamadou Tandja, qui soit dit en passant avait perdu l'élection présidentielle de 1993 contre Maman Ousmane. Alors, quand il arrive, Mamadou Tandja, il essaie de regarder et cerner l'environnement, si bien que lorsqu'il est en train d'aboutir pratiquement 2 ans avant la fin du deuxième mandat, il constate qu'il y a un problème avec l'uranium du Niger. L'uranium du Niger, parce que les 5 ampoules, je l'ai souvent dit, qui s'allument en France, c'est grâce à l'uranium du Niger. Alors il est totalement impensable, innommable et inintelligible pour les jeunes générations qu'on puisse avoir tous ces substrats-là sur le plan de l'uranium et qu'on ne tire pas les dividendes là-dessus. Donc il a commencé à regarder comment faire pour revoir ses prix sur les marchés internationaux par rapport à l'uranium, afin que ça puisse permettre justement que la balance des paiements du Niger puisse avoir un peu de souffle et du poil de la bête. Eh bien, 2010, coup d'État. Il faut dégager ce gars qui est devenu mal élevé pour mettre donc celui qui était l'un des cadres supérieurs de Arriva, c'est-à-dire Mohamedou Issoufou, comme président, c'est-à-dire qu'on orchestre une fausse transition qui dure pratiquement 6 mois. Et en 2011 arrive donc Issoufou. Et donc Issoufou doit venir livrer cette affaire. Et puis, on est là à quel moment, Estelle Oum? On est encore dans la période de la préparation, la redomestication de cette zone sahélo-saharienne par les bandits internationaux, notamment français, OTAN, etc. Donc tout ce que nous sommes là, ce coup qu'on est en train de voir aujourd'hui au niveau de ce Sahel-là, donc lui, c'est un acteur majeur, et c'est un interlocuteur de premier plan, justement, de ces bandits internationaux là-dedans, parce que c'est un cadre d'Arriva, parce que quand on comprend, on apprend que la France exploite l'Afrique, c'est à partir de ses multinationales. Alors au niveau du Niger, c'est bien Arriva qui exploite cet uranium-là, et donc Issoufou était l'un des cadres supérieurs, et c'est pour ça qu'il a été choisi justement pour être installé à la tête de ce Niger-là. Donc pour ramener l'orthodoxie malhonnête qui avait été dénoncée par Mamadou Tandja, eh bien, 10 ans sont passés avec toutes les secousses, avec les opérations Serval, Barkhane et tout qui passe. Et le Niger doit abriter 2 bases, une base principale, celle du renseignement, qui est située à Niamey au Niger, et puis celle de Port Bonono, qui est une base en poste avancé, et donc pour gérer justement la nébuleuse, puisqu'on a parlé de ce qui s'est passé au Mali et dans toutes les zones. Donc les bases qui se situent à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Libreville au Gabon, pour cerner les bases arrières qui doivent intervenir. Donc celle du Niger, c'est celle de Niamey, qui travaille au renseignement, et c'est encadré par Issoufou dans cette direction-là. Et lorsqu'il faut s'amener à Pau, lorsque Macron a demandé à ces gens de venir repréciser la mission de coopération qu'il y a entre Paris et les pays du Sahel, eh bien Issoufou fait partie des gens qui ont signalé à Macron que c'est une petite portion de la population africaine qui veut que ces Français-là quittent avec leur base au niveau du Sahel, et que la majeure partie du peuple africain veut qu'ils reviennent. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'envoi des hommes supplémentaires là-bas, de 600 hommes supplémentaires dans cette force Barkhane-là. Et donc, il y est resté. Sauf que
tout de suite, puisque j'ai commencé par le parallèle de ce qui s'est passé au Burkina Faso, on avait été certain que Mohamed Bazoum allait permettre d'enclencher ce premier coup, un coup KO, qui est le paradigme qui est utilisé par ces bandits internationaux pour esquiver les accords politiques qui peuvent naître à partir du second tour. Eh bien, malheur en a pris parce que Mahaman Ousmane a dû batailler pour remporter les 16% déclinés par l'organe en charge de l'organisation et de la supervision des élections là-bas. Et un premier tour qui a fait que Bazoum, lui, est à 9%. Donc, forçant à établir qu'au Niger, il va y avoir un second tour et que le jeu de chaises préparé pour mettre un autre homme lige ne pourra pas se faire au niveau du Niger. Et donc, ça, c'est un gros problème, puisqu'il faut toujours préserver les intérêts dans cette zone-là avec des hommes qu'on contrôle, les hommes liges. Donc, vous comprenez que les 100 Nigériens qui ont perdu la vie dans cette première attaque qui s'est orchestrée il y a pratiquement 2 semaines aujourd'hui, c'est pour indiquer à la fois à la conscience et à l'opinion africaine qu'il faut nécessairement que Paris reste et que l'opinion internationale, celle qui est portée par l'Union européenne et peut-être les États-Unis, derrière lesquels Florence Parly, qui est la ministre des Forces armées là-bas, est en train de courir afin que les 45 millions de dollars qui sont versés chaque année dans ce Sahel-là puissent demeurer. Et donc, il faut créer l'incertitude pour justifier la présence encore de cette opération Barkhane au niveau de cette zone sahélo-saharienne. Et ce qui s'est prolongé au Mali avec le bombardement il y a quelques jours de tout un village au niveau du centre du Mali pour justifier encore la présence en prétendant que ce sont les djihadistes qui étaient dans ce village-là alors qu'il s'agissait d'une cérémonie nuptiale. Donc ils ont bombardé et dire que les djihadistes étaient là-dedans, toujours pour justifier cette affaire dans cette direction. Et maintenant arrive ce que vous êtes en train de décrire ce matin avec cette attaque de Difa qui est au confin de la frontière avec le Tchad. Eh bien, c'est toujours dans le sens de la justification de la présence de cette opération française, militaire française et occidentale sur le Sahel. Donc c'est cela qui doit guider justement la compréhension de ce qui se passe là-bas. Donc il faut absolument, donc pour sortir dans ce premier jet, que la France puisse aménager son départ pour mettre un terme à tout ce que nous vivons aujourd'hui, parce que l'Afrique seule, j'indique encore que l'Afrique uniquement est seule, peut gérer la protection des populations dans ce Sahel-là, parce que c'est un terrain qui est simplement et purement maîtrisé par les armées africaines. Donc, Esther voilà comment vous devez orchestrer justement la compréhension de ce qui est en train de se produire là-bas au Niger. Et donc, c'est une élection qui est en train de se préparer pour le 20 février 2021, c'est-à-dire un deuxième tour de tous les dangers. Et donc, vous voyez très bien que derrière, puisqu'il y a les accords politiques, il y a le patron de l'opposition naguère, là-bas, qui est toujours happé par la justice, pour prétendument que c'était des questions de trafic d'enfants, des choses comme ça, qui a reversé ses voix à ce Mahaman Ousmane, et ce qui n'est pas pour plaire à cette orthodoxie de l'honnêteté et de banditisme international. Et donc, ils ont très peur que les accords politiques se fassent dans ce second tour-là, et qui n'est pas la possibilité de repositionner à la tête de l'État quelqu'un qui allait permettre de faire le jeu de chaises pour le contrôle de l'héritage politique à l'abri de toute compétition démocratique au niveau du Niger. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces secousses à gauche et à droite, justement pour justifier de nouveau la présence et la persistance de la présence de ces bandits internationaux sur le sol, déjà nigérien, malien tout à côté et par extension toute la zone du Sahel. Mais Patrick Sapa, puisque vous êtes en train de nous faire comprendre que Issoufou Mahamadou est de mèche dans ces différents complots, pourquoi est-ce que Boko Haram frappe son pays? Mais justement parce que je l'ai toujours indiqué, les forces terroristes, les djihadistes, les rebelles, tout ce qui crée l'incertitude sociopolitique dans le Sahel n'ont pas été sécrétés par les pays du Sahel. Ces forces-là, elles ont été sécrétées par les bandits internationaux, avec ce qui a commencé dans le Nord Mali, avec le MNLA, avec ACMI et tous ses affiliés, le Moudjao, etc., fabriqués pour 2 objectifs, aller liquider Kadhafi et puis redomestiquer cette zone sahélo-saharienne dans laquelle de plein fouet se trouvent les 1 267 000 km² portés par la superficie du Niger. Donc, le Niger est de plein fouet là-dedans. Il faut maintenant chercher à trouver des interlocuteurs. Au niveau du Mali, ça avait été Ibeka. Au niveau du Niger, c'était Issoufou, et etc., etc. Donc,
Boko Haram vient donc intervenir parce que eux, ils arment, ils financent directement à droite, ça c'est ce qui est visible devant l'opinion, et puis indirectement dans la discrétion, le secret, ils financent et ils arment à gauche avec ces mouvements de rébellion, de terrorisme et de djihadisme, mais eux qui sont 4 fois plus lourdement armés que les armées régulières, alors que bien évidemment, comme indiquait mon frère au Mali, il n'y a pas d'usine de fabrication des armes au niveau du Sahel, et les 60 000 armes lourdes et industrielles qui sont utilisées par ces djihadistes-là ne sont pas fabriquées par les djihadistes. Il y a des armes artisanales qui peuvent être fabriquées à gauche, à droite, mais celles-là sont fabriquées par les coupeurs de route, ce qui crée de l'incertitude justement au niveau des populations pour faire des raps, des petits raps, comme ça là, agresser les gens, enlever les gens pour demander des rançons. Mais au niveau justement de la déstabilisation de cette zone-là, on a besoin des armes industrielles. Ce sont ces armes-là qui sont fabriquées par ces bandits internationaux, et ils donnent des armes de moindre calibre aux armées nationales, celles qui sont régulières, et ils donnent des armes de puissance en termes de dimensionnement opérationnel à ces djihadistes-là. C'est pour ça que ça peut nous faire autant de morts et qu'il est totalement difficile pour les armées régulières de contrôler ces gens-là qui se déploient dans un environnement de guerre asymétrique. Donc, vous comprenez que Boko Haram a pu fonctionner comme ça. Ça s'est passé comme ça au Niger depuis fort longtemps, au Cameroun et un peu partout. La zone, par exemple, du lac Tchad, les 24 000 km² qui fondent justement la superficie du lac Tchad. Vous voyez très bien que le Niger s'est désisté à déchanter, à protéger sa partie de ce lac Tchad-là, parce qu'avec le Nigeria, ils ont sous-traité, ils ont demandé à Idriss Déby de se déployer là-bas seul pour protéger leur zone. Eux-mêmes ne sont pas capables d'y aller. Allez donc savoir pourquoi, puisque Boko Haram a pris ses sources à partir du nord-est du Nigeria, c'est-à-dire dans l'état du Borno, notamment à Maïdougouri, et maintenant s'est étendu dans ses tentacules sur cette zone du lac Tchad. Maintenant, comme il y a un couloir qui doit passer du Soudan pour le Tchad pour l'Afrique centrale, eh bien, on s'aménage un positionnement au niveau de ce lac Tchad-là pour contrôler à la fois le Niger, le Nigeria, le Cameroun et tous les pays qui sont en dessus du Cameroun. Donc, vous comprenez que Boko Haram, c'est une sécrétion occidentale. Parce qu'il faut noter très bien, au départ, je sors par là, Estelle, que Boko Haram est né au moment où il y a une modification justement de la dévolution du pouvoir au Nigeria. C'est-à-dire qu'à l'époque, depuis Nyamdi Azikiwe, au niveau du Nigeria, lors de l'indépendance, la plupart des régimes étaient des régimes militaires. Alors en 1999, une dérogation sur le plan juridique est venue s'aménager la dévolution du pouvoir qui devait faire que quand les nordistes ont le pouvoir, c'est d'abord remettre le pouvoir aux civils, et que lorsque les nordistes ont le pouvoir, ce sont les sudistes qui en assurent la vice-présidence, et vice-versa. Alors, ce sont les sudistes qui ont bénéficié de cette affaire-là, premièrement avec, en 2002, Obasanjo, et comme les grands dignitaires du Nord étaient ceux qui portaient l'armée, et dont les présidents de la République au niveau du Nigeria, ils ne se sont pas accommodés avec cette direction-là, parce qu'il était difficile de faire même base sur les ressources pétrolières, notamment, qui fondaient l'économie nigériane, et donc, lorsque Obasanjo va signer les accords de Green Tree, c'était en novembre 2005 dans une visite informelle au niveau de Washington avec Bush le fils, eh bien il accepte là-bas de signer les accords de Green Tree parce qu'à lui on avait promis d'avoir une reconnaissance internationale. C'est pour ça qu'on a fait de lui, à partir de 2008, l'envoyé spécial des Nations Unies en Afrique, et que le Nigeria allait exploiter justement cette affaire-là sur 5 ans. Donc il a consenti à signer les accords de Green Tree, ce qui n'a pas qui a corsé la situation de ceux du Nord, et donc Mohamed Youssouf, qui était un jeune parolier, un jeune tribun là-bas, a dû être porté par ces gens du Nord pour créer cette histoire de Boko Haram, qui a dit l'éducation occidentale est un péché et qu'il faut éliminer tout le monde sur le plan confessionnel. Mais le problème vient arriver à quel niveau, Estelle Loum? C'est parce que lorsque en fin 2007, Obasanjo part du pouvoir, eh bien, les nordistes reprennent avec Oumarou Yaradua, qui malheureusement doit s'évaporer à la faveur de la maladie en 2010. Mais Oumarou Yaradua a orchestré une attaque sur ses frères du Nord, qui a même entraîné la mort de Mohamed Youssouf. Et donc, il a fallu donc une reproduction avec Paris et le Qatar de ce Boko Haram. L'idéologie va changer, ça va être bras
armée maintenant pour créer l'instabilité que je suis en train de décrire aujourd'hui. Et donc la transformation de cette affaire-là avec les Chekaou et tous les autres, c'est déjà l'Occident qui encadre ça pour créer toute l'incertitude que vous voyez un peu partout avec Boko Haram, pour domestiquer, comme je l'ai dit, comme épicentre, le lac Tchad, afin de contrôler le Niger, afin de contrôler le Mali, afin de contrôler le Cameroun, etc., etc. Donc, voilà un peu la lecture qu'il faut avoir dans cette direction-là, avec les opérations de Boko Haram, qui font qu'on ne peut pas indiquer que cette affaire-là sort des Africains. Ce sont les bandits internationaux qui ont mis en place toute cette stratégie-là pour pouvoir créer l'incertitude partout et justifier la présence innommable et indicible et indéfendable sur le territoire africain. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Ligne Rouge, sur votre télévision panafricaine Afrique Média, et nous parlons de terrorisme au Niger. Vous pouvez participer à l'émission en appelant avec les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour participer à l'émission. Vous pouvez également contribuer via nos différentes pages des réseaux sociaux. Vos contributions sont donc attendues à cette édition de Ligne Rouge. Nous parlons de terrorisme. Nous revenons à vous, Issa Cissé, et nous revenons justement sur ces dernières, les attaques de ces dernières semaines. Est-ce que ces différentes attaques ne sont pas commanditées, selon vous, pour freiner le processus électoral au Niger? Issa Cissé, nous avons des soucis de connexion. Nous aimerions savoir si, selon vous, le fait de ces différentes attaques à répétition ne sont pas commanditées pour freiner le processus électoral dans le pays qu'est le Niger. Nous revenons à vous sur le plateau, Patrick Sapap, avec cette question. Est-ce que pour vous, ces différentes attaques ne sont pas commanditées pour freiner le processus électoral au Niger? Clairement, pour deux choses. La première, c'est qu'il faut s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la présence de quelqu'un qui va être contrôlé. Parce que la France a toléré, combattu et provoqué les coups d'État en Afrique depuis 1960, d'un environnement où on a acté ses indépendances sous contrôle, en conformité avec le degré de docilité de nos leaders vis-à-vis de leurs intérêts. Vous êtes d'accord avec que pour piller votre pays, eh bien, on vous protège contre toute rébellion. Vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec eux, les gars, vous créez une rébellion pour vous pousser à libérer l'espace et chercher quelqu'un de plus docile. Alors, c'est ce qui se passe au Niger. C'est pour ça que j'ai commencé, en termes d'analogie, à expliquer ce qui s'est passé au Burkina Faso pour que le parallèle puisse servir à la compréhension exacte de ce qui est en train de se produire. Parce que depuis 1987, là où le 15 octobre, Sankara, l'espoir africain, a été éliminé, jusqu'en 2013, où Compaoré a fait un long règne, il n'y a pas eu de problème au Burkina Faso. De terrorisme. Alors, sauf au moment où il fallait préparer justement la base arrière pour aller chasser Laurent Gbagbo et installer un autre homme lige en Côte d'Ivoire qui était Alassane Dramane Ouattara. Donc ça a toujours été très calme là-bas, et c'est seulement lorsqu'il est débarqué par la force populaire, un peu comme ce fut le cas au Mali il y a quelque temps avec Ibeka, que le terrorisme revient au Burkina Faso, parce que Roch Marc Christian Kaboré, qui prend juste après lui, n'est pas fondamentalement dans l'orthodoxie. Il veut un peu changer de paradigme, et puis on crée terrorisme là-bas. Au Burkina Faso, ça devient de plein fouet un autre centre qui doit accompagner les autres, Mali, Niger et tous qui sont dans le Sahel, dans la domestication de cette zone sahélo-saharienne. Donc, c'est tranquillement la même chose qui se passe au Niger, parce qu'on aboutit là à 10 ans où il n'y a pas eu de perturbation de Issoufou pendant qu'il est au pouvoir, si ce n'est qu'on s'est servi de sa docilité vis-à-vis des intérêts français, notamment avec cette affaire d'uranium avec Areva, pour domestiquer ce pays-là à travers une base principale et une base
en poste avancé et orchestrer tout ce que j'étais en train d'indiquer. Donc, maintenant que ça devient difficile sur le plan opérationnel, de créer ce jeu de chaises, de permettre qu'on puisse remplacer tranquillement celui qui a lourdement servi ces bandits internationaux, notamment français, eh bien, il faut créer l'incertitude parce qu'on ne peut pas prévoir que Maman Ousmane, c'est pour ça que j'étais obligé de partir sur une approche historique pour montrer d'où est venu Maman Ousmane. C'est-à-dire en 93, il a été chassé 3 ans après qu'il ait remporté les élections parce qu'il fallait mettre quelqu'un qu'on allait contrôler et c'est pour ça que Ibrahim Bari Manassara est arrivé, mais qu'on a dû l'éliminer lui également parce que il n'avait pas véritablement pour contrôler ses indépendances sous contrôle au niveau du Niger, mais on pensait également que Mamadou Tandia pouvait faire quelque chose de mieux. Ça n'a pas marché. Alors, donc, on a trouvé donc l'exutoire avec cet homme qui est à l'écran. Donc, Issoufou Mouamadou, c'est lui qui est venu stabiliser la nébuleuse au niveau du Niger. Il faut donc justement trouver quelqu'un, tout en veillant à ce que l'opinion africaine sache que comme il y a des gens qui ensevelissent les pactes sociaux avec le peuple, c'est-à-dire qui tordent le cou à la Constitution pour se fossiliser au pouvoir, que Issoufou n'était pas dans cette direction-là. J'ai fait 10 ans, j'ai laissé, mais il a nommé, il a préparer quelqu'un qui était dans ses bretelles, qui était dans sa poche pour pouvoir prendre le jeu des chaises et, comme je l'ai dit, contrôler le propre héritage politique de ces bandits internationaux au niveau du Niger, à l'abri de toute compétition démocratique. Maintenant que ça bloque et que ça semble aller dans une autre direction sur le plan politique, eh bien, on orchestre l'orientation palliative qui est souvent traditionnelle, c'est-à-dire la création de l'incertitude sociopolitique pour justifier qu'on peut attendre avec cette élection, ce deuxième tour qui va s'enclencher le 20 février courant. Alors donc derrière, on va prendre le temps, on va créer des missions bizarres et bidons comme celle de la CEDEAO qui est en train de se déployer au Mali avec des instructions fermes pour la pérennisation de ce système sur le Niger et par extension tout le Sahel. Chers téléspectateurs, vous pouvez également participer à l'émission en appelant les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour donner votre point de vue sur la situation du terrorisme qui sévit donc dans le Sahel, notamment au Niger. Parlons justement de cette élection présidentielle, du moins du deuxième tour qui se tiendra le mois prochain contre le candidat au pouvoir qui est Bazoum et le candidat de l'opposition qui est Ousmane. Est-ce que, selon vous, cette élection pourra se tenir dans ces conditions? Oui, très bien que les conditions de certitude mathématique que ce deuxième tour se fasse commencent à devenir hypothétiques, Estelle Oum. C'est compliqué parce que c'est un schéma préparé, c'est-à-dire un suicide programmé sur le plan politique, alors qu'une élection, c'est justement le moment idéal de rencontre entre un peuple et ceux qui doivent le diriger. C'est l'élection, le choix des dirigeants d'une société ou alors d'une communauté par ses membres à partir des règles consensuellement acceptées et arrêtées. Et donc, après, il y a que 3 étapes dans l'élection. Il y a le contentieux préélectoral, c'est qui permet qu'on s'accorde tous les acteurs politiques sur les aspects politiques, juridiques et techniques pour la fiabilité du processus électoral. Et une fois que cela est fait, on va à la deuxième étape qui est celle de l'élection où librement les populations vont choisir justement celui qui doit présider à leur destinée. Et en troisième position, le contentieux post-électoral qui est généralement porté par les derniers organes juridictionnels devant statut en matière électorale et bien évidemment en matière constitutionnelle dans ces pays-là, notamment les conseils constitutionnels, pour qu'il n'y ait que 2 missions pour les acteurs de l'élection, c'est-à-dire lorsqu'on est vainqueur, qu'on attende les félicitations des vaincus, et lorsqu'on est vaincu, qu'on aille présenter les félicitations aux vainqueurs. Alors, il faut tordre justement cette démarche qui rentre dans les canons clairs de la pédagogie qu'on doit apporter aux jeunes générations pour comprendre exactement les mécaniques et les stratégies pour le positionnement et la dévolution à la tête des États. Donc, on crée plutôt un autre paradigme, c'est-à-dire la création de l'incertitude, parce qu'on a des ambitions démesurées derrière, des ambitions qui, de manière traditionnelle, ont toujours permis à un seul camp d'exploiter les dividendes de ce désordre-là et permettre également de garder une main sur le contrôle des ressources africaines. Donc, on ne peut donc pas dire qu'il y a une certitude qui s'établit là à l'horizon,
pour que cette élection se tienne le 20 février, parce que l'incertitude est créée. Mais maintenant, il va falloir la résilience du peuple nigérien et par extension tout ce qui se met autour pour ne pas déjà laisser des actions permissives pour l'entrée des opérations qui sont totalement aux antipodes de la volonté et des aspirations du peuple nigérien, mais surtout la détermination du peuple nigérien sur place pour que le positionnement politique, la reposition politique ou alors le jeu de chaises qui est en préparation ne se fasse pas au niveau du Niger pour continuer de domestiquer à la fois justement l'uranium du Niger, mais surtout être une base arrière de premier plan pour la déstabilisation de cette zone du Sahel et du Sahara. Chers téléspectateurs, vous pouvez également participer à cette émission en appelant les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour donner votre contribution au règlement du conflit donc en zone Sahel, notamment au Niger. Alors au bout du fil, nous avons Madame Kondo depuis les États-Unis. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous m'entendez. Oui. Bonjour Madame Kondo et bienvenue. Nous vous attendons. Vous êtes à l'antenne. Vous êtes ravissante avec cette tenue du terroir. Je salue au passage mon ami Patrick Sapa. Ce que je ne comprends pas, le Nigeria quand même, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un grand pays. Mais on a vu comment les gens de Boko Haram sont venus prendre des cultivateurs, les assassiner, combien de personnes en otage. Mais qu'est-ce qui se passe? Si, pour un pays comme le Nigeria, pour les ressources que le Nigeria a, pour des gens qui ont voté pour le président Buhari, et que le président Buhari ne peut pas s'asseoir avec ses collaborateurs pour trouver les voies et moyens pour armer le Nigeria, c'est-à-dire les forces de sécurité, de façon à ce qu'il y ait des circonstances pour dénicher ces gens-là. Je ne vois pas pourquoi la population nigériane lui a accordé son suffrage. C'est ce que je ne comprends pas. Comment se fait-il que l'armée des djihadistes puisse être plus armée que les forces même de défense d'un pays? Quand on sait le budget que ces pays-là ont, mais si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des personnes et des biens dans un pays que vous voulez diriger, que vous avez promis diriger, mais dans votre programme de campagne, la sécurité n'y était pas, non. Si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des populations que vous voulez diriger, il ne sert à rien d'être le président d'un pays. Parce qu'on a comme l'impression que tous ces pays-là où on dit, oui, ils sont plus armés que l'armée régulière. Mais nous-mêmes, on peut citer des relations. Donc ce ne sont pas les présidents qui ne peuvent pas citer des relations au point d'accéder au marché des armes sophistiquées. Si vous êtes protégé par la Grande-Bretagne et qu'elle ne peut pas vous aider à être à la hauteur des personnes ou bien des terroristes en face, il faut chercher d'autres interlocuteurs. Si vous êtes protégé par la France, que la France ne peut pas vous aider à trouver des armes à la hauteur de ces gens-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que pour moi, tous ces leaders-là sont dans une comédie des Occidentaux. Qu'on se dise la vérité. Combien de familles vont porter le deuil avant que les dirigeants ne se rendent compte qu'ils font plus de mal à ces populations qui ont cru en eux, qui leur ont donné espoir pour que ceux-là puissent les aider. Là est ma question. Qu'ils dégagent. Si vous ne pouvez pas assurer la sécurité de ceux qui ont voté pour vous, ça ne sert à rien de les diriger. Pour le moment. Nous restons au standard avec le pasteur Soa depuis le Ghana. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour Sondo. Bonjour, président
mon président, je blesse son nom. Bon, Sapak, que Dieu te bénisse, hein, que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci à vous ce matin. Je voulais saluer également tout le peuple africain ce matin pour le combat que nous menons. Rita Sondo, voici, je ne me trompe pas du nom, parce qu'il y a un peu longtemps. Je voulais simplement dire que Patrice Sapak est un jeune politicien, est un historien, parce que dans cette vie, il touche beaucoup de choses et je ne sais pas si les gens prennent au sérieux souvent quand ils parlent, parce que il dit des choses très 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 importantes sur le plan historique et sur des faits. Et puisqu'on dit que l'histoire est têtue, effectivement. Je voulais simplement dire que ce qui se passe au Niger sur le plan terrorisme du djihadisme, et qui est à la base, c'est la France. Et Tangia, pourquoi il a été mis au arrêt et il a été arrêté? Parce que Tangia a eu les yeux ouverts que l'uranium était payé à 4 000 francs par la France et la France vendait l'uranium à plus de 30 000 francs partout dans le monde. Et c'est la France qui est propriétaire de l'uranium. C'est ce qui est grave. Donc la France, en faisant cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut créer l'insécurité. Il y a dit tout ça, c'est la France, c'est dans son laboratoire que ces terroristes-là sortent. Donc ils ont choisi quelqu'un, comme l'a dit le président actuel qui est là. Il est très fatigué, il est pour eux. Donc, après que lui, il faut mettre la même mise. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans l'histoire? Ils nous ont fait croire que le Niger est pauvre. Ils nous ont fait croire que le Niger, il n'y a rien. Et ces personnes qui sont là-bas, ils vont dans les pays pour couper les des gens, couper les pays. Mais est-ce que, alors que le sous-sol nigérien est rempli, il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a tout là-bas, le gaz. On leur a fait croire que non, ils sont pauvres. Jamais. Dieu ne peut pas placer un peuple dans ce lieu alors qu'il n'y a rien là-bas. Dieu ne peut jamais le faire. Et pourquoi maintenant on déstabilise ou on crée l'insécurité et la France fait du chantage et il veut forcément les pions au pouvoir. Comprenez maintenant. Donc, le vrai problème, il faudrait que les Africains prennent conscience. Le vrai problème, il faudrait que les Nigériens prennent conscience parce qu'ils prennent conscience qu'ils ont trouvé un véritable leader nationaliste qui aime le Niger. Je pense que le Niger sera un pays développé, je vous dis la vérité. Parce que nous sommes ce sont voisins. Le Niger n'est pas un petit pays, non seulement un pays riche sur tous les plans, mais la France a fait quoi que ce pays est pauvre, ce pays n'a rien. Mais pourquoi il y a les djihadistes là-bas? Un pays qui est pauvre, il y a les djihadistes, il y a les terroristes, tout ça, ils font ça là-bas. Un pays qui est pauvre, et puis ils font quoi là-bas? Donc, il faudrait interpeller au peuple, le peuple nigérien, vous dire que prenez conscience. Vous qui êtes allé à l'école, vous qui avez étudié dans les milieux d'énergie, vous qui avez étudié le pétrole, vous qui avez étudié la terre, vous qui avez fait l'agronomie, prenez conscience et récupérez votre pays. Et tous ceux qui se disent qu'ils sont des djihadistes, sont des terroristes, c'est faux. On fait ça pour lutter contre la pauvreté, de la misère. Qu'est-ce qu'un Nigérien va aller faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il va aller faire en Europe? Si logiquement il y a une stabilité là-bas. Voici le vrai problème. Donc on risque de me répéter ce problème d'insécurité, de djihadisme, de terrorisme au Niger, qui prend partout. C'est la France qui est la base. Et c'est la France qui veut que sous les gens, ou bien l'Afrique de l'Ouest soit comme ça. Et le Burkina, le Mali. Tous ces pays-là sont riches. Mais la France fait croire que non, ces pays-là sont pauvres. Donc, il faut amener plusieurs personnes en Côte d'Ivoire pour créer le trésor parce que chez eux, la Côte d'Ivoire est un Masterland où tout le monde peut aller faire des gros quoi, faire des conneries. Voici le vrai problème. Et aujourd'hui, il y a l'instabilité dans la Côte d'Ivoire, il y a l'instabilité dans presque tous les pays francophones, surtout en Afrique de l'Ouest. Voici le vrai problème. Donc, il faudrait que nous, les Africains, nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, nous prenons conscience de pouvoir prendre également des choses en main, afin qu'on puisse avoir des véritables leaders et que ces leaders-là doivent comprendre que non, il est important que nous, les que nous avons, appartient au peuple et appartient à l'Afrique. J'avais fini de passer sur les plus grands, mais c'est là bout d'Angleterre ce matin.
Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez faire comme eux, appeler pour participer justement à l'émission qui est en cours, qui est Ligne Rouge. Si vous nous rejoignez à l'instant, ça se passe sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Nous revenons donc avec Issa Cissé qui est de retour sur Zoom. Nous aimerions savoir, avec ces différentes attaques de ces dernières années, et semaines aussi, lorsque Boko Haram revendique de telles atrocités, Boko Haram fait le bras de fer avec le gouvernement, le régime en place. Quelles sont les mesures que ces derniers, les autorités, doivent prendre pour éradiquer définitivement ces fauteurs de troubles? Ces fauteurs de troupes, ce n'est pas Boko Haram qui fait le bras armé contre le régime nigérien, c'est la France qui fait le bras armé. Parce que tout ce qui est en place aujourd'hui va en contradiction directe avec ce que la France vise au Niger, au Mali et au Tchad. Donc ils veulent toujours maintenir leur action et essayer de maintenir encore des marionnettes qui pourront servir encore la France et desservir vraiment leur pays. Donc il faut savoir que les Africains doivent être unanimes là-dessus. Aujourd'hui, il y a un projet de gaz transsahélien qui a deux objectifs. Nous avons un problème de réseau ce matin, mais c'est pas grave, il reviendra certainement. Patrick Sapap, on revient avec vous avec la même question. Est-ce que justement ces différents groupes armés, notamment Boko Haram, on sait déjà d'office qu'en perpétrant ces différentes attaques, ils essayent de faire le bras de fer avec le gouvernement, le régime en place. Selon vous, quelles sont les mesures que le gouvernement devrait prendre pour éradiquer définitivement ces fauteurs de troubles? Il n'y a pas de mesure. Une seule, Estelle Oum. Demander à Macron et à ses amis de libérer rapidement et formellement, sans appel, l'espace nigérien. Il n'y a pas autre chose en termes de troupes militaires, parce que c'est eux les fauteurs de troubles. Il ne faut pas se tromper de diagnostic, sinon on va appliquer la mauvaise thérapeutique. Le diagnostic, c'est que l'incertitude qui est créée au niveau du Niger est une incertitude encadrée, aménagée. Et elle est portée par la France, et j'ai bien expliqué pourquoi, au niveau de ce Sahel et précisément au niveau du Niger. Donc, demander à Macron et compagnie de libérer l'espace avec leurs troupes militaires au niveau du Niger. Alors là, vous allez voir que l'incertitude va s'arrêter immédiatement. Ça doit être bien clair dans les consciences des Africains. Les terroristes, les djihadistes, les rebelles, tous ceux qui répondent dans ce champ lexical, ne sont pas fondamentalement ceux qui organisent. Parce que dans chaque action, dans chaque opération, il y a toujours les instigateurs, il y a les concepteurs et maintenant il y a les animateurs. Je le disais sur l'un des plateaux ici, vous n'avez jamais appris que dans un village, il y a un arbre qui crée des problèmes et que pour régler le problème, il faut couper les branches et les fruits produits par l'arbre. Ils vont repousser ces fruits et ces branches-là, mais il faut davantage dessoucher l'arbre, déraciner l'arbre, et vous avez circonscrit le problème. Alors, les racines de l'arbre, dans ce cas d'espèce, c'est la France et ses amis, avec leur présence inaudible, incompréhensible, improductive sur le Niger et sur le Sahel et sur l'Afrique. Donc, la seule solution, et c'est sans appel, c'est que les troupes françaises libèrent le Niger, libèrent le Mali, libèrent le Tchad, libèrent le Burkina Faso, libèrent la Côte d'Ivoire, libèrent le Sénégal, libèrent la Centrafrique, etc., etc. Donc, il n'y a pas de base militaire africaine sur aucun pays occidental. Et nous n'avons besoin de personne ici pour sécuriser nos populations, parce que les bandits, nous allons savoir les contrôler, parce que eux, ils se meurent puisqu'ils ont le soutien. Ils ont le soutien
ils ont l'encadrement de ces bandits internationaux, notamment en termes de fourniture d'armes, en termes de financement. Donc il faut absolument, parce que dès qu'on a réglé tout ça, on aura seulement affaire à des petits bandits crapuleux qu'on pourra happer facilement. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'y a même pas à balbutier un seul instant, c'est la direction à prendre. Mais sur le plan sécuritaire, Patrick Sapap, est-ce que le Niger est capable aujourd'hui de venir à bout seul du terrorisme? Absolument. C'est ce que je suis en train de dire depuis. Alors, pour que cela soit possible, je l'ai toujours dit, il y a des blocages structurels également sur lesquels il faut s'appesantir. Donc, la modification justement de la politique monétaire africaine, notamment francophone, vous ne pouvez pas mettre en place les éléments de sécurité dans un État sans avoir le contrôle de votre politique monétaire. Le franc CFA, c'est une bêtise qui n'est connue nulle part et sur laquelle on continue de rester pour espérer prétendument protéger les populations. Et si par exemple quand on parle de la Centrafrique, puisque encore ce matin autour de Bangui il y a des tirs à l'arme lourde, parce qu'il faut demander rapidement au président Touadéra de faire rapidement confirmer et consolider les résultats provisoires là-bas avant l'échéance du 19, parce que ça va aller très vite dans les heures qui suivent. Donc si on décide d'asphyxier la Centrafrique avec l'argent de la Centrafrique qui est domestiquée au niveau du corps des opérations en France, et qu'on fait 2 mois d'arriérés des salaires pour pousser les gens dans la rue, ça va pousser des travers à gauche et à droite, donc c'est compliqué. Il faut résoudre ce problème monétaire déjà et sur le plan structurel, et puis derrière ça permettra de construire la sécurité extérieure qui est portée par la diplomatie et la défense nationale. La sécurité intérieure avec la police et la loi, avec des gens sur le plan interne, sur le plan de la sécurité nationale, qui auront une formation idéologique, une formation politique, pour savoir exactement pourquoi ils devraient se battre. Parce que ces gens ont l'illusion qu'on leur a présentée, que c'est le chef de l'État, c'est-à-dire le pion qui est choisi par ces bandits internationaux, qui les paye, alors que ce pion-là est payé par les efforts, par des taxes directes et indirectes des populations, pour les protéger. Alors, donc, il est question de dégager immédiatement les bases militaires sur l'espace africain et ils verront dans 6 mois si un seul djihadiste sera encore sur place au niveau du territoire africain. On n'a jamais connu ça et on doit contrôler les intégrités territoriales pour que personne n'entre plus n'importe comment et que le contrôle se fasse de manière efficace pour qu'on puisse gérer les flux physiques qui entrent sur nos territoires et contrôler exactement les flux humains qui peuvent arriver avec des intentions malsaines. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas à s'inquiéter un seul instant. Et puis la gestion d'une monnaie, c'est la chose la plus facile. Il ne faut pas continuer de semer le doute dans la conscience des Africains en faisant croire que les Africains sont incapables de gérer une monnaie ou de gérer une armée, gérer ceci, alors qu'il n'y a pas un seul élément d'efficacité qui a été positionné sur la surface porté par ces Français-là depuis 1960, que dis-je, depuis 1945, parce que ça fait 75 ans aujourd'hui que cette bêtise, cette escroquerie la plus cauchemardesque après la traite nigérienne qui s'est abattue sur l'Afrique francophone, notamment le franc CFA, personne n'a prospéré avec cette stratégie-là, nulle part. Et puis la France s'est servie justement de ce franc CFA pour nourrir le social en France, pour nourrir ses enfants en tuant à gauche et à droite. Nous avons des morts à gauche et à droite sur le continent africain, parce qu'ils veulent nourrir, justement, comme je le dis souvent, leur population à partir des dépouilles mortelles africaines. Donc il faut que ça s'arrête et que aujourd'hui la France sache que c'est terminé et qu'ils pensent ce qu'ils veulent dans leurs officines secrètes, et bien ce sera terminé. Et je rappelle à la France et à Macron et à tout le monde que les présidents des républiques africaines francophones sur lesquels ils s'appuient en pensant que c'est eux qui vont porter les revendications et les aspirations de manière réelle, ne sont pas les propriétaires des États africains. Il faut que ce soit bien clair dans leur tête et que ce sont les peuples africains seuls qui les portent au pouvoir pour exclusivement travailler pour eux, non pas pour la France. Et ça, c'est le principe. Si jamais quelqu'un s'écarte là-dedans, et la France et ces bandits nationaux vont être évaporés du patrimoine collectif des Africains que constituent nos États. Chers téléspectateurs, vous pouvez également participer à l'émission en appelant les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et justement, nous restons au standard avec M. Peter qui appelle depuis l'Écosse. Bonjour et bienvenue.
Merci, constateur. Je salue M. Passapak et puis votre invité qui a parlé sur le Zoom. Je veux rejoindre un peu le développement qu'il a apporté sur cette petite crise. Quand j'ai essayé de faire une étude du géopolitique de la situation du Sahel, je comprends parfaitement que le mécanisme machiavélique, excusez-moi du mot un peu trop fort, que les Occidentaux utilisent pour payer l'Afrique est toujours de mise. Vous voyez un peu le cas du Mali, lorsque il y a eu des attaques sauvages et les prises d'otages qu'ils ont faites. Il y a eu des transactions de près de 4 millions de dollars. Mais en contrepartie, les mêmes compagnies anglo-saxonnes sont venues s'installer, signer des contrats avec la rébellion. Donc, il faut créer le chaos pour mieux piller. Je prends le deuxième cas. Je prends le cas de la RDC qui a intégré le programme de route de la soie. Vous voyez que la RDC qui accepte de faire le programme de route de la soie qui est en opposition avec la transversale de US, Grande-Bretagne et France, c'est-à-dire depuis le nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y aura de violents conflits en RDC et ça va être très, très, très fort. J'espère bien pour M. Tshisekedi qu'il a pris les dispositions nécessaires pour se débarrasser de tout ça. En revenant sur l'histoire de Boko Haram avec le Niger, comme j'ai expliqué, on dit qu'il y a la force Africacom qui est là-bas au Niger. Comment se fait-il qu'une base militaire américaine qui est dotée de satellites, capable de suivre le mouvement de n'importe quelle troupe, ne peuvent pas dire au gouvernement du Niger que vous allez être attaqué. Donc ça veut dire que c'est fait volontairement. Et vous comprenez aussi que le Boko Haram n'attaque pas les positions des armées étrangères sur les territoires africains. Ils attaquent toujours là où ça fait très mal, c'est-à-dire où ça peut créer le panique pour crier encore help, help, help. Et après, on va au Conseil de sécurité, on délègue un des pays phares comme la France pour venir créer une nouvelle opération. Vous voyez? Donc moi, ce que je pense, c'est que les Africains doivent se réveiller. Et j'avais même dit, il n'y a pas très longtemps, que le Burkina Faso est dans le point de mire de preuve. Il va se passer encore des choses comme ce qui s'est produit avant-hier au Burkina, où Boko Haram va encore, ou Daesh, Al-Qaïda comme ils appellent, peu importe, va encore frapper. Donc, si cette présidente se lève pour partir encore pour le G5 Sahel, pour moi, ça veut dire que ce sont des Muppets qui n'ont rien à faire d'autre que de suivre le maître comme un petit toutou, comme on le dit en français. Bon, prenons nos responsabilités et puis demandons le bon partenaire. Allons vers celui qui est capable de nettoyer à sec, comme je dis avec au Javel, tous ces microbes de terroristes ou bien de Al-Qaïda ou Boko Haram, peu importe, qui troublent notre pays et en plus qui nous empêchent de pouvoir nous lever. Je vous laisse ici. Je dis merci beaucoup. À bientôt. And bye. Merci à vous, Monsieur Peter, pour votre contribution. Selon vous, la stratégie des Occidentaux, c'est de semer le chaos pour mieux piller. Et il faudrait donc que les Africains se réveillent et trouvent de vrais partenaires gagnant-gagnant pour le développement du continent. Patrick Sapap, on revient un peu avec vous sur les différentes attaques, puisqu'on parle de terrorisme au Niger aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie, 34 récemment dans l'attaque de Toumbour. C'était le 13 décembre 2020. Et pas récemment, en janvier, on a eu 100 personnes qui ont perdu la vie au Niger et le gouvernement a décrété donc 3 jours de deuil national pour rendre hommage à ces personnes qui ont disparu. Avec tout cela, est-ce que vous pensez, c'est clair que le terrorisme va s'inviter au deuxième tour à la présidentielle pendant la campagne. Avec tout cela, est-ce que vous pensez que l'opposition a une chance de remporter cette élection? Pas du tout. Surtout qu'il faut bien cerner le concept de l'opposition. Estelle Oum. Dans chaque démocratie qui se respecte, puisque nous les tenons au mot, il y a toujours une opposition pour contrôler et surveiller l'action des gouvernants, pour que ceux-ci ne bafouent pas la liberté essentielle et les droits fondamentaux des citoyens.
Alors, nous sommes dans des régimes avec des peuples fondamentalement assoiffés de nouvelles orientations politiques, mais très affamés de voir une opposition suffisamment responsable, capable de se mettre ensemble et capable d'établir le rapport de force face au tandem pion des bandits internationaux et les établissements politiques qui sont des regroupements, simplement des gens qui vivent là pour le vol, le griotisme à l'endroit de ce pion de l'Occident. Mais derrière, vous avez des paysages politiques avec des multipartismes numériques qui n'admettent pas de pluralisme politique, qui consolident plutôt le monolithisme pluriel. Donc, ce sont ces oppositions-là qui, de façade, à des moments, présentent une image de la défense justement des intérêts des peuples et qui, derrière, vont signer tout et n'importe quoi. Et ça devient justement la reproduction politique, partie des pouvoirs en place pour des oppositions qu'on a déjà calibrées, parce que je l'ai dit, pour remplacer un pion, on va en choisir un autre qui sera plus docile. C'est pour ça que la plupart des opposants se rendent à Paris, généralement pour remplacer ceux qui disent pour femmes. Donc, au niveau du Niger, je voulais dire, notre ami Maman Ousmane a été mis violemment hors du pouvoir en 1996 parce qu'il a voulu porter justement l'existence du Niger. Alors, il revient avec la pédagogie d'une expérience qui lui donne justement les substrats et les cordes de compréhension de ce qui se passe sur le plan idéologique. Il a un vécu sur le plan politique, donc il est à parier qu'il peut venir faire autre chose, qu'il peut apporter un paradigme. Et c'est pour ça justement, Estelle Loum, qu'on se retrouve avec cette incertitude. Il faut tuer des gens, c'est-à-dire des populations, on les transforme en chair en canon pour justifier une démarche machiavélique pour des intérêts inavoués sur un territoire qui n'est pas le leur. Le Niger, c'est la propriété exclusive des Nigériens et par extension des Africains. Donc, il est hors de question d'imaginer un seul instant qu'on va venir tuer les gens sur leur territoire au nom prétendument des intérêts bizarres et bidons qui n'ont rien à voir avec les aspirations du peuple nigérien. Alors, donc l'opposition va avoir toutes les difficultés dans quelques semaines pour ce deuxième tour, qui risque finalement de ne pas s'enclencher, parce que vous l'avez dit, je crois, dans votre chapeau, et il souffre lui-même à demander que la communauté internationale vienne intervenir. Ah bon? Donc, on est dans une élection qui a été préparée pour le remplacer, afin que lui, les 10 ans qu'il a fait pour livrer l'uranium du Niger à la France, de manière désordonnée, et qu'on continue de le faire aux grandes dames du peuple, qui est le peuple nigérien, qui est le seul propriétaire des ressources nigériennes. Alors, il demande que la communauté internationale, je ne sais pas de quoi il parle, des appuis étrangers, si ce n'est l'Afrique qui doit intervenir là-dedans, il appelle ses amis de l'Occident pour venir intervenir au Niger. Est-ce que l'opportunité de l'intervention étrangère occidentale était établie au Niger, alors qu'on s'enfonce vers une compétition électorale majeure qui est encore dans l'entre-deux tours? C'est une énorme bêtise qu'il ne faut pas faire retenir aux consciences africaines. Donc, l'opposition aura tous les problèmes. Je parle de la vraie opposition, parce qu'il y a de fausses oppositions, il faut le dire, sur l'espace continental africain, notamment francophone, parce que la culture francophile et francophone au niveau de l'Afrique, c'est une culture de banditisme, de malhonnêteté. Ça veut dire que quand vous traitez avec les francophones, il faut toujours avoir un pied devant, un pied derrière. Parce que les gars sont sur les poches, la corruption, jusqu'à la moelle épinière. Donc, il y a des gens qui disent des choses le matin, ils en disent le contraire le soir, et ils reviennent le lendemain faire exactement le même exercice, alors qu'ils disent être dans l'opposition et justement, par avoir de conséquences, défendre le peuple. Donc, je parle de la vraie opposition, elle qui ne va pas avoir la tâche facile dans quelques semaines pour entrer dans ce second tour-là, parce que les ingrédients sont réunis afin que le jeu de chaises, la reproduction politique ne se fasse pas au Niger avec Mohamed Bazoum, parce qu'il est le candidat de l'Occident, préparé par celui qui n'avait pas qualité de préparer un successeur dans cette bourrasque que j'ai expliqué depuis Amadou Diori jusqu'à date au niveau du Niger, avec des coups d'état sanglants organisés à gauche et à droite pour positionner les gens à la tête de ce pays-là. Donc, il y a fort à parier que ça risque d'être très difficile
Et puis, c'est une nébuleuse qui est globale au niveau de ce Sahel-là. Donc, il faut la conjugaison des efforts, la fédération des intelligences politiques afin de pouvoir refréner, afin de circonscrire ce fléau-là. Il faut rapidement, comme je viens de le dire, que Bangui puisse consolider ses résultats, la Cour constitutionnelle, pour qu'on sorte de cette histoire des élections, parce qu'ils veulent tout faire pour empêcher qu'il y ait la consolidation des résultats au niveau de la Centrafrique le 19. Donc il y a une semaine de toutes les incertitudes sur Bangui, et il faut renforcer. C'est pour ça que j'indiquais qu'il faut rester vigilant, parce que l'adversaire est redoutable. Alors parce qu'on sait que si Touadéra elle se voit consolidée dans cette élection-là, eh bien ce sera compliqué maintenant de mener une rébellion avec la coopération qui sera cette fois-là formalisée par la légitimité consacrée par la Cour constitutionnelle là-bas. Donc, il faut rapidement y aller. Et justement, au niveau du Sahel, il faut que les pays qui environnent, surtout ceux qui sont victimes de cette perfidie et cette duplicité française et occidentale, puissent se mettre ensemble. Les peuples, surtout, pour une mobilisation forte afin que l'élection du Niger puisse se tenir et que ce soit un scrutin du second tour qui soit porté de manière normale et que les populations n'aient pas de problème là derrière. Donc les accords politiques peuvent se faire là derrière. Et si donc Bazoum et toute la clique savent qu'ils peuvent faire ci et ça, eh bien qu'ils le fassent dans le cadre d'une élection qui s'est déclenchée. Donc l'opposition a fort à faire là-bas. Et ceux qui s'amusent dans le ponce-pilatisme d'État en prétendant qu'ils sont dans l'opposition alors qu'ils sont exactement dans la logique des partis réactionnaires au pouvoir, eh bien, ils auront le sort qu'ils méritent. Donc c'est de ça qu'il est question. Estelle, ça va être compliqué le 20 février d'avoir ce second tour-là, parce que ces bandits-là ont décidé de créer l'incertitude, et porté par qui? Par celui qui doit passer le pouvoir, qui demande à la communauté internationale de venir intervenir. Je ne sais pas de quel comité international il s'agit. Donc c'est compliqué là-bas. Il faut que les Africains sachent que la nébuleuse continue et que ce n'est pas pour demain si jamais les gens restent tranquilles, parce que Gandhi a dit: celui qui voit un problème et ne fait rien fait partie du problème. Par notre silence, notre peur et notre lâcheté, nous sommes les complices en puissance de l'oppression et de la dictature. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut rester ferme sur les positions là derrière, et ces bandits doivent libérer l'espace, parce que ce n'est pas leur territoire, notre continent africain. Chers téléspectateurs, vous pouvez participer également à l'émission en appelant les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour donner votre contribution à aider à résoudre le conflit qu'est le fléau qu'est le terrorisme, afin de l'éradiquer dans la zone du Sahel, notamment au Niger. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous parlons du Niger dans cette édition de Ligne Rouge de ce matin. Patrick Sapap, est-ce que on peut essayer de dresser le bilan sécuritaire du Mali, du Niger, durant ces années de présidence du chef de l'État Issoufou Mahamadou? Eh bien, le bilan sécuritaire, je l'ai indiqué de manière sibylline, Estelle, pour dire que lorsque Issoufou arrive au pouvoir en 2011, c'est bouclé. C'est bouclé parce que nous avons déjà notre partenaire opérationnel. Sur le plan stratégique, il n'y a plus de terrorisme là-bas. Mais maintenant, comme on est dans une stratégie de redomestication d'un espace plus calme, et que le Niger doit être l'un des piliers en termes de base, eh bien, de temps en temps, il y a des coups de boutoir pour justifier la présence française là-dedans. Et donc, sur le plan de l'orthodoxie, justement, de la gouvernance d'un pays, eh bien, sur le plan sécuritaire, c'est nul. Parce que la sécurité, il y a deux concepts qui sont souvent confondus. Estelle, c'est la paix et le calme. La paix, c'est la constance et la permanence de la justice. Ce n'est pas l'absence de guerre, ni l'absence de conflit. Parce que l'absence de guerre et l'absence de conflit sont les conséquences de la paix. La paix s'adosse sur la constance et la permanence de la justice. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en paix si on ne peut pas manger, si on ne peut pas s'éduquer, si on ne peut pas se soigner, si on ne peut pas travailler, si on ne peut pas s'exprimer sans avoir affaire aux fourches codines de la répression aveugle et démesurée. Ça, ce sont les ingrédients de la paix. Et c'est ça qui établit la stabilité politique dans un pays qui elle-même est adossée sur l'ouverture au dialogue social, au dialogue politique. Pierre. Maintenant, on a mis en place dans ces espaces-là des sécurocraties pour justement mettre en difficulté cette notion de paix.
parce que formaté à protéger seulement le pion, mieux que de protéger les peuples qui devrait être la mission principale, et ça devient compliqué de parler de sécurité. Parce qu'on parle de sécurité quand il y a deux axes, Estelle c'est-à-dire la préservation de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire protéger les populations contre les agressions externes, c'est cela le rôle des armées, et puis la sécurité intérieure, protéger les populations contre les agressions internes. Ça veut dire que lorsqu'elles se soulèvent pour des revendications légitimes, parce que ce sont elles seulement qui donnent le mandat à celui qui doit diriger le pays, eh bien l'armée qui est payée encore par cette même population doit se mettre derrière la population quand elle a la formation idéologique et la formation politique pour comprendre exactement ce pourquoi elle devrait se battre. Comme ce fut le cas à Madagascar lorsque le conflit s'était ouvert entre Rajolina et Ravalomanana, où Ravalomanana au pouvoir a demandé à l'armée d'aller mitrailler la population, celle qui n'était pas d'accord avec la façon dont il avait décidé de gouverner le pays. Eh bien, elle a reçu 3 généraux le soir au palais qui sont venus lui indiquer que nous devons vous protéger en tant qu'institution, mais cette protection n'est techniquement possible rien qu'en vertu du mandat que ce peuple vous a donné. Alors, vous n'allez pas nous demander d'aller mitrailler une population qui a peut-être eu la faiblesse de vous croire dans vos promesses électorales et politiques et qui semble ne plus rien voir. C'est techniquement impossible. C'est comme ça que Ravalomanana doit libérer le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc, la sécurité au Niger, le bilan sur le plan formel est nul parce qu'il n'a pas servi à protéger les populations dans des missions prétendument ventilées à la conscience africaine et internationale. Et aujourd'hui, pour que la sécurité se fasse, il faut qu'on remette notre pays dans le carcan et dans les rails normaux pour le fonctionnement de la gouvernance de manière orthodoxe et que les populations jeunes puissent s'abreuver à la source justement de l'orthodoxie comportementale sur le plan politique pour comprendre qu'il n'y a pas finalement à faire une tornade dans un verre d'eau lorsqu'on décide de se mettre dans le siège des prises de décision dans son pays. Aujourd'hui, les jeunes sont admis à faire valoir leur droit à la retraite sans jamais avoir exercé, parce qu'il y a des familles savamment entretenues, des insécurités encadrées et tout, ce qui fait que la discipline, la politique, qui est une discipline qui doit être noble et qui doit être un jeu simplement, devient un élément qui fait peur à tout le monde, à toute la jeunesse, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument avoir une perruque enfarinée avant de rentrer dans le débat politique, alors que c'est même par là qu'on devrait s'engager pour pouvoir changer de paradigme dans son espace. Vous savez que Samora Machel a été bien clair. Si nous défendons tant le principe selon lequel le pouvoir doit appartenir aux masses, il est juste indiqué que depuis l'école, nous préparions les élèves à assumer le pouvoir. Si nous défendons tant le principe selon lequel le pouvoir doit appartenir aux masses, il est juste indiqué que depuis l'école, nous préparions les élèves à assumer le pouvoir. Vous allez rentrer dans un autre espace, dans ce giron de l'Afrique francophone, vous allez trouver des gens qui vous disent que l'école, c'est pour les écoliers, la politique, c'est pour les politiciens, en mettant de côté justement la jeunesse dans ce sillage-là. Donc il faut comprendre qu'il y a une discipline qu'il faut suivre. Il y a une méthode qu'il faut suivre justement pour préparer les jeunes générations à intervenir. Le moment venu, lorsque les autres sont passés, parce qu'il n'y a pas de meute à devoir gérer son pays et à partir. Il y a une vie après la présidence. Il ne s'agit pas de se mettre là à vouloir orchestrer le forme de spectacle permanent de population sans peuple, de nations sans vie nationale, d'indépendance sans souveraineté, mais surtout des démocraties qui se brisent constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir. Donc, il y a difficulté à espérer que le 20 février, on ait un deuxième tour là-bas parce que l'adversaire redoutable, il est décidé à continuer de contrôler le Niger et par extension toute la zone sahélienne. Selon vous, les autorités doivent-elles déjà penser à un report des élections? Si. Mais pas du tout. Le processus est déclenché. Une élection coûte très cher, Estelle Oum. Et donc, on a déjà des maigres revenus qui ne permettent même pas de gérer efficacement, justement, la masse salariale de la fonction publique au niveau du Niger. Il ne faut pas aller continuer de grever les budgets parce que les financements qui arrivent de partout font partie de la dette publique qui doit peser sur nos pays. Et donc que les jeunes générations pourraient avoir des difficultés pour payer cette nébuleuse de dette-là dont parlait Sankara le 27 juin 1987 à Addis Abeba, le 29 dans ce discours-là. Donc il faut aller au second tour. On a déclenché un processus, on ne peut pas avorter et formaliser un processus qui est parti.
et qui a délivré ses résultats. Et donc il faut laisser courir l'affaire et laisser la liberté au peuple nigérien de choisir ceux qui vont présider à ses destinées. Donc il est hors de question que le pouvoir puisse repousser cette élection, comme c'est déjà présenté par Issoufou, parce qu'il semble que ça va être compliqué, justement le jeu de chaises, pour que lui-même continue de bénéficier des dividendes de ses indépendances sous contrôle au niveau du Niger. On rappelle que le deuxième tour est prévu pour le 21 février 2021. Au standard, nous avons M. Roland qui appelle depuis l'Espagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toute l'équipe Afrique Média. Bonjour à Patrick Sapak qui une fois de plus a bravé la matinée pour diffuser à la conscience africaine les grands enjeux du moment dans le contexte africain. Alors, vous voyez, c'est la même chose partout. La destruction du Sahel, la destruction de l'Afrique, le contrôle continu de l'Afrique par le même scénario, diviser pour mieux régner. On bombarde quand il y a une élection, on part corrompre le candidat sortant, on part corrompre le candidat entrant. Si le candidat sortant n'est pas candidat à sa propre succession, les deux candidats qui sont en jeu, on joue avec eux. Alors, celui de l'opposition le prend, il est corrompu, celui de la majorité, il est corrompu. Quel que soit celui qui passe, il va prendre l'avion pour aller à Paris et aller signer le coup. C'est le même jeu vicieux. Parce que c'est ça le fond. Vous voyez, si dans le contexte africain, on passe notre temps à faire la politique politicienne, parce que, attention, on a en face de nous des gens, aussi les stratèges au fond, les stratèges aussi en politique, qui ont déjà mis en place un jeu vicieux pour contrôler l'Afrique sur encore plusieurs années. Parce que plus nous aussi on réfléchit pour se libérer, plus eux aussi réfléchissent pour nous contrôler davantage. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret et on le dit tout le temps. Parce que si on ne comprend pas ça, on va davantage s'enfoncer. L'antidote de la France est connu. La Russie n'a rien à faire. Dieu nous a donné, Dieu nous montre des signes. Dieu est maintenant venu habiter en Afrique. Il nous dit, je suis venu habiter en Afrique, voilà, je vous envoie la Russie. Disons-le, la Russie n'est pas un pays parfait, mais encore que en matière de fiabilité, la Russie s'est avérée l'un des pays les plus fiables. Donc, on n'a pas le choix que de conjuguer avec elle. La Russie n'a pas un passé colonial. Donc, ça fait que sur le plan géopolitique, on n'a pas le choix que de lui accorder le bénéfice du doute. C'est sûr que dans le contexte des relations internationales, on va plus ou moins un moment mettre les intérêts devant. Donc, chaque fois où la Russie va intervenir, c'est tout à fait normal qu'on lui dise, écoutez, vous nous libérez d'un fardeau qui nous a étranglés depuis plusieurs années. Donc, tenez un peu ça. Alors, ça peut être un peu de matière première. Pourquoi pas on vous accorde un gisement sur tant d'années. Même s'ils ont déjà des matières premières, c'est toujours... Quand vous avez 100 millions, c'est toujours bien pour vous d'avoir encore 100 autres millions. Ça vous rassure que vous allez aussi davantage être stable sur le plan financier. Même si la Russie a déjà des minéraux, nous, ça ne nous dérange pas de lui en donner davantage, tant que ça rentre dans le cas d'un partenariat gagnant-gagnant. L'antidote de la France au Niger, c'est la Russie. Tant que les autorités sur place ne vont pas conjuguer dans ce sens-là, la France va davantage croiser les bras. Ça facilite son désordre. Alors, voilà tout ce qu'on entend aujourd'hui. Boko Haram à gauche, mais eux, ils s'amusent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la Russie, par rapport à l'Afrique, est en avance sur le domaine de l'armement de plus de 100 ans? La Russie en avance de plus de 100 ans sur l'Afrique en matière d'armement. Et donc, tous ces rebelles-là, ils utilisent les armes de dernière génération. Les Boko Haram, tout cela, ils ont aussi des armes très sophistiquées. Donc ça veut dire que Boko Haram aussi est en avance de plusieurs années sur l'armée régulière en matière d'armement. Donc c'est un jeu pour eux de faire exploser le pays en permanence. Donc voilà comment ils stressent les armées tout le temps des pays. Et moi, je pense que toute la politique politicienne, parce que tout ce que j'entends là, les problèmes techniques, les choses sur le plan de gêne là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais vous avez en face des démons. Vous pensez qu'Areva est là pour partir du jour au lendemain?
il faut le rapport de force. C'est le rapport de force et rien d'autre. Tous les pays qui ne vont pas comprendre ça vont souffrir davantage. Je préfère le dire donc. Il y a une personne qui a dit que l'Afrique a le devoir de s'unir ou périr. On n'a pas le choix. Soit on s'unit, soit on périt. Soit on décide de couper la corde du cou, la corde coloniale, soit on continue à souffrir. Il n'y a rien à faire. Alors, l'antidote pour ne plus souffrir, c'est la Russie. Et la Chine qui est aussi là de façon stratégique. Si on ne conjugue pas avec ses partenaires stratégiques, mais nous sommes foutus. Depuis la ville de Yaoundé au Cameroun, bonjour et bienvenue. Monsieur Jamal, bonjour et bienvenue, vous êtes en direct. Vous savez, le problème de Boko Haram, c'est un problème où le Nigeria ne peut pas se mettre à fond. Mais ils sont prêts, les dirigeants nigériens, d'aller semer le chaos dans d'autres pays. Hein. Quand on dit Ecomog, remarquez bien que c'est toujours l'armée nigérienne qui va en nombre. Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, ils sont prêts au Gambie. Ils sont très prêts avec le Sénégal pour aller semer le désordre. Je vous dis bien que le problème de Boko Haram, c'est le gouvernement nigérien qui ne veut pas mettre un terme à ça. Parce que Bouhari nous a promis, quand il venait aux élections, il a dit que quoi? Avant même d'aller aux élections, il avait déjà fait sa promesse. En tant qu'ancien général, il devait mettre un terme à ça. Et il vient au pouvoir, il s'est laissé emporter. Et aussi, l'armée nigériane, ce n'est pas une armée qui est structurée. C'est-à-dire, c'est une armée qui est corrompue. C'est une armée qui ne pense qu'à elle. C'est une armée qui refuse d'aider sa population. Faites un peu un tour. Regardez tous les nords de l'Afrique, commençant par le Nigeria. Vous allez vous rendre compte que, commençant par le Sénégal, tous les nords sont vraiment désenclavés, et même pas désenclavés, enclavés. Il y a une partie qui est même un peu. Vous allez voir que c'est un peu le sud qui est désenclavé. Mais par contre, le nord, c'est impensable ça. C'est pour ça que ceux qui sont au nord, commençant depuis le Sénégal, descendant par le Mali, continuant par le Burkina Faso, entrez au Togo, et vous entrez au Niger, vous continuez par le Tchad, vous entrez au Cameroun, entrez en Centrafrique. Remarquez bien que, même quand ces gens du Nord là viennent au pouvoir, ils n'aident pas ils ne veulent pas investir au Nord. Le seul pays qui a fait semblant, qui a essayé, c'est le Cameroun. Bien que Aïdjo venant au pouvoir a été contesté, mais il s'est battu un peu seulement pour aider Garoua. En dehors de là, le reste c'était quoi? Il n'y a eu absolument rien. Donc, et c'est ce genre de personnage que les Blancs aiment, que la France aime. Voyez la rébellion qui était depuis le Mali, supportée par la France. Au nord, ils sont à Kidal. L'autre rébellion qui était au Burkina Faso, organisée par Blaise Compaoré, et dans cette ligne rouge de ce matin, avec la revue de la presse en langue française, une présentation de Fabrice Dôme. Bonjour Fabrice Dôme. Bonjour, merci de nous retrouver en kiosque ce matin pour cette troisième édition de la revue de presse continentale et même à l'international. Nous y allons donc pour démarrer avec les journaux camerounais, notamment par le quotidien national Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Le journal fait de la part belle à ces 23 lions à prime rendue officielle il y a tout simplement quelques heures par le sélectionneur de cette formation du Cameroun en phase donc avec l'organisation de la 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. Les 23 lions sont d'ores et déjà connus. Eh bien, l'entraîneur Martin Tungu-Pili a donc rendu hier la liste des joueurs ainsi que les réservistes qui défendront donc les couleurs nationales dès le 16 janvier prochain. Rencontre inaugurale face donc au Zimbabwe, 17h heure de Yaoundé. Nous restons au Cameroun avec New Star Info qui est en kiosque ce matin au prix de 400 francs CFA. Le journal nous apprend que le Cameroun effectivement ne cédera jamais à la menace terroriste. Eh bien, les propos sont forts donc de cet homme, le président de la République
peu Paul Biya lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, prenant donc l'opinion nationale et internationale à témoin sur les menaces, sinon les frappes à répétition des groupes sécessionnistes et armés dans les régions anglophones et même dans la partie nord du Cameroun. Il est prenant donc pour cible les écoles et autres civils. Information que vous lirez d'ailleurs ce matin dans les colonnes de ce journal. Des chiffres dans cette revue de presse. Donc au total, près de 1500 camions marchandises qui sont donc bloqués du côté de la frontière Est. L'information, nous l'appuyons ce matin dans les colonnes du premier quotidien bilingue privé au Cameroun, Émergence, qui est donc en kiosque ce matin. Et puis Perspective d'Afrique, qui est tout aussi disponible, revient autour de ce raid contre les sécessionnistes du côté donc de Maoutou. Le journal remarque d'ailleurs cette danse macabre de l'ambassadeur de France au Cameroun à la suite donc du réfugié de Maoutou, département du Fako, région du sud-ouest, contre les sécessionnistes. Et bien l'ambassadeur de France au Cameroun accuse l'armée d'avoir tué les populations civiles. Une sortie jugée on ne peut plus maladroite par de nombreux observateurs qui estiment d'ailleurs qu'il s'agirait d'une provocation de trop. Évoquant avec le journal Mutation le pacte colonial, le journal remarque en tout cas un désaccord, celui de Paris, comme bien entendu l'ambassadeur de France Christophe Guilou se prononce d'ailleurs sur le buzz autour de ces accords secrets avec le Cameroun. C'est à lire en page 11 de ce journal. Du Cameroun pour le Gabon, on y est avec le quotidien national L'Union qui nous accueille avec cette interrogation. Va-t-on finalement reconfiner? En tout cas, au cours d'un point de presse tenu hier, le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël le matin, et son collège de la santé, Guy Patrick Obiando, ont donc bien évidemment agité la menace d'un reconfinement de tout ou partie du pays en cas de rebond de l'épidémie de la Covid-19. Manière donc aussi d'en appeler au ressaisissement devant donc le relâchement dans l'application des gestes barrières et des règles de prévention en général. Nous restons au Gabon pour en sortir avec donc le journal Gabon Review qui remarque en tout cas cette poche d'air apportée naturellement par la B2AC au pays. Ça ferait donc près de 15 milliards de francs CFA pour 2020 pour permettre donc à ce pays de lutter efficacement contre la Covid-19. L'information a été révélée par le président de l'institution monétaire à l'issue de son audience à la primature. C'était le 11 janvier dernier. Et bien du Gabon cette fois-là pour le Tchad, on y est avec le journal Al-Ouida qui revient autour donc de cette campagne de vaccination contre la rougeole. Bien la dite campagne a d'ailleurs été lancée selon le journal du côté donc de Silla. Et bien cette campagne de vaccination contre la rougeole couplée donc à la vitamine A et du mébendazole a donc été lancée c'était mardi à Gos Beidam dans la province de Silla au cours de la cérémonie de lancement. Le secrétaire général du Silla, Bakounou Jacob Vidakna, donc rappelé et bien aux uns aux autres que la province est parmi celles à risque, d'où l'importance de la campagne pour mettre fin naturellement à cette rougeole. Eh bien de Al-Ouida, nous y restons pour le journal Tchad Info qui est donc disponible cette fois-là en ligne. L'USPR tient donc à organiser son sitting demain malgré l'interdiction du gouvernement par un arrêté dont le ministre de l'administration du territoire Mahamat Ismaël Gaïbo a donc interdit le sitting du parti politique Union Sacrée pour la République prévu ce jour devant le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Mais ce parti n'entend justement pas s'y plier. Eh bien, les manifs sont donc annoncés pour aujourd'hui du côté donc de ce pays-là. Eh bien, nous quittons cette fois-là le Tchad pour la République démocratique du Congo. Évoquant le journal La Prospérité qui s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le bureau d'âge semble donc désormais visé par 3 pétitions selon les précisions en tout cas faites par le journal qui est en ligne ce matin. C'est d'ailleurs une contre-attaque selon le journal de la part du FCC qui traverse des moments difficiles depuis la déchéance du bureau Mabunda survenue donc au mois de décembre 2020. Et bien les députés de cette plateforme politique ont déposé, c'était donc le lundi 11 janvier, 3 pétitions auprès du secrétariat administratif contre les membres du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement par l'entremise d'un huissier de justice. Les détails vous les trouverez d'ailleurs ce matin dans les colonnes de ce journal. Et nous restons en République démocratique du Congo avec le journal Radio Okapi qui est tout aussi disponible en ligne ce matin, toujours du côté de la République démocratique du Congo non pays. Les députés provinciaux demandent désormais l'implication de Sylvain Seilunga. Eh bien le collectif des députés provinciaux de la RDC s'insurge contre la décision du ministère des Finances de ne plus payer les émulements de 2020 de tous les députés provinciaux. Dans un point de presse tenu hier à Kinshasa, Blancard Takate, la députée provinciale du Kilu et porte-parole de ce collectif, demande l'implication personnelle du Premier ministre Sylvain Silunga Ilukamba afin qu'il rentre effectivement dans leurs droits. De la République démocratique du Congo pour le Congo, nous traversons juste un fleuve pour retrouver donc les dépêches de Brazzaville qui s'intéressent ce matin au secteur privé. Le jeune nous apprend qu'un fonds de garantie de 15 milliards de francs CFA a donc été alloué pour soutenir naturellement les
les PME du côté de ce pays-là. Eh bien, Premier ministre Clément Mwamba a donc officiellement lancé, c'était hier, les guichets du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises d'un montant de près de 15 milliards de francs CFA. Et aux jeunes apprend que ce fonds est destiné principalement à assurer l'activité de garantie des prêts auprès des banques et établissements de microfinance. Et l'État vous trouverez davantage ce matin dans les colonnes de ce journal. Nous quittons cette fois-là le Congo pour la République centrafricaine. Et bien, le journal Corbeau News qui remarque donc, qui a en tout cas annonce cette alerte info, et bien des incursions des rebelles de la CPC au PK12 et même du côté de Bangui. Les détails à trouver ce matin dans les colonnes de ce journal du Burundi. Cette fois-là, nous y sommes avec le journal Iwaku qui est donc disponible en ligne ce matin. Le journal qui s'intéresse à la finance. Eh bien, la BIGE émerge d'un long sommeil après plus de 9 mois d'attente. Eh bien, la banque d'investissement pour les jeunes a donc débuté ses activités, à en croire le journal, le 6 janvier dernier du côté des Gitega. Les jeunes, cependant, exigent de la transparence dans l'octroi des crédits, précise le journal que vous trouverez d'ailleurs ce matin en ligne. Eh bien, du côté de Madagascar, affaire 73,5 kg d'or. La provenance malienne semble donc écartée selon le journal Midi Madagascar, qui en fait d'ailleurs sa une ce matin. L'administration douanière, selon le journal, est donc compétente en matière d'infraction douanière dans cette affaire de 73,5 kg d'or exporté donc du côté de l'Afrique du Sud. Eh bien, nous y allons cette fois-là du côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, avec le journal Sans Tabou Info qui est donc effectivement disponible en kiosque ce matin, évoquant donc la menace liée à la Covid-19. Le journal nous apprend d'ailleurs comment 2020 a changé l'ordre du monde, l'efficacité de la virine finalement donc confirmée par les nombreux scientifiques. Nous y restons autour de cette actualité avec l'économiste qui est donc en kiosque ce matin, traitement curatif de la Covid-19. La pivirine, la polémique vraisemblablement de trop, selon le journal. Évoquant avec la presse du jour la présidentielle, l'avenir du côté du Bénin, eh bien le compte à rebours a donc commencé selon le journal qui est en kiosque ce matin. Et à ce sujet, le matinal nous apprend que la fièvre électorale monte. 21 députés et maires ont donc retiré les formulaires de parrainage. La Sénat appelle donc aux candidats à les pièces à fournir. Effervescence dans les états-majors des partis, à lire avec le journal Le Matinal qui est en kiosque ce matin. Liberté, le premier quotidien privé, nous accueille cette fois-là au Togo. Révélation de la lettre du continent face donc à ses pertes au Mali. L'armée togolaise va s'offrir les blindés Paramount, selon donc le journal qui est en kiosque ce matin. Et au Mali, on évoque avec le Républicain, eh bien, cette sortie de Tibélé Dramé au médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Eh bien, selon lui, la CEDEAO court le risque d'un échec au Mali. Et si à l'issue de la période transitoire, il n'y a ni réforme ni organe indépendant des élections pour permettre effectivement à cette transition de pouvoir voir le jour dans ce pays-là qu'on appelle, mais en tout cas, la sortie de Tibélé Dramane au médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est donc à retrouver dans les colonnes du journal Le Républicain qui est en kiosque ce matin. Au Faso, le pays des hommes intègres, on y est avec le quotidien qui relaie à son tour aussi les propos de cet homme en image. Il s'agit de Zéphérin Diabré à propos donc de sa nomination pour l'UPC ne siège plus au sein donc de l'opposition, fin de citation. Et nous y restons toujours autour de cette sortie donc de Séraphin Diabré avec le journal Sidvaya qui est donc disponible en kiosque ce matin, à entrée de l'UPC au gouvernement, une décision souveraine selon donc Zéphérin Diabré. Information à retrouver dans les colonnes du journal Sidvaya qui est en kiosque ce matin, relayant donc cette sortie en tout cas de Séverin Diabré sur cette entrée on ne peut plus remarquable donc de l'UPC dans ce gouvernement là. Une décision on ne peut plus souveraine. En quoi le journal en Côte d'Ivoire, Fraternité rassure et fait effectivement chuter la tempête sur les prix du pain et de l'huile. Le gouvernement suspend donc les augmentations selon le journal, évoquant les élections législatives avec le jour plus. Bédier et Afi lâche Guillaume Soro, les dessous de ce désamour, à lire dans les colonnes de ce journal et demeurant toujours autour de ce sujet largement relayé d'ailleurs par la presse ivoirienne ce matin. Nous sommes avec le Nouveau Réveil qui est en kiosque ce matin, qui remarque en tout cas des pièges pour disqualifier certains candidats, surtout ceux de l'opposition. Des coups bas en préparation, les pots de banane et autres
donc du désespoir. Les exigeants de l'opposition restaient en tout cas sans réponse après donc ce fameux dialogue pour le sursaut. Les candidatures de Gikawe, Afi et autres Mabri sont tout aussi menacées. Les surprises qui les attendent sont donc listées et sorties d'ailleurs ce matin par le journal Le Bélier Intrépide, revenant d'ailleurs davantage autour de cette élection législative du 6 mars 2021. Le genre remarque saltant pour Abinam Pascal, Fofana, Saïdou, autre Koné, Mohamedou, ces ex-cadres du PDC-RDA en grande difficulté selon donc nos confrères. Et au Sénégal, le journal Enquête Plus livre donc des révélations dans l'affaire Mamadou Diop ICE. Comment l'ex a donc pompé 1 milliard des comptes. Vous lirez d'ailleurs cette information ce matin dans les colonnes de ce journal. Nous y allons de ce pas du côté de l'Afrique du Nord avec le journal Le Jour d'Algérie qui est en kiosque ce matin. L'annonce de foire démentie cette fois-là par sa tutelle. L'arrivée du vaccin, c'est donc un véritable cafouillage donc du ministère. Et bien, je viens de vous apprendre que lundi, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19, Jamal Fouar, a annoncé que la réception par l'Algérie du premier lot de vaccins russe anti-Covid-19 Sputnik 5 est donc imminente. Ce sera d'ailleurs probablement aujourd'hui ou après-demain, a-t-il indiqué, avant d'être aussitôt démenti par le ministère de la Santé et Information. Vous lirez davantage ce matin dans les colonnes de ce journal. L'Expression quotidienne qui est tout aussi disponible ce matin, semble s'intéresser aux questions bilatérales entre l'Algérie mais surtout le Maroc. Eh bien, vital pour l'économie numérique, le câble internet sous-marin opérationnel. L'Algérie semble véritablement se reconnecter selon donc l'Expression quotidienne qui est en queue ce matin. Et justement, nous évoquons avec Maroc Hebdo qui est en queue ce matin cette véritable menace de Covid-19 et surtout le volet vaccination. Le Royaume n'a toujours pas reçu le vaccin anti-Covid, nous fait dire le journal. Une lenteur on ne peut plus injustifiée, pense donc le titre en tout cas Maroc Hebdo dans sa livraison de ce matin. En attendant dans l'arrivée de ce vaccin, le journal tel quel Arabica dans sa livraison de ce matin pense qu'il faudra donc prolonger d'une semaine le couvre-feu, mais surtout la fermeture des restaurants à 20h pour être beaucoup plus précis. Un tour en France pour sortir le Figaro qui redoute donc un nouveau confinement, du moins toute la France qui redoute donc un nouveau reconfinement selon le récit fait ce matin par le journal Figaro qui est en kiosque. Et nous terminons vraisemblablement avec le journal Libération qui est en kiosque ce matin et qui fait donc un véritable comeback sur ce fameux printemps arabe qui avait apporté un véritable déguerpissement de plusieurs chefs d'État du côté de l'Afrique du Nord, à l'occurrence donc le dictateur qualifié par les puissances occidentales Ben Ali. 10 ans après donc le printemps arabe, l'espoir semble toujours confisqué, nous dit donc Libération ce matin. Bonne lecture à tous et à demain. Merci à vous. Merci à vous, Fabrice Ndoum, pour cette revue de la presse en langue française. Pour avoir les détails, vous pouvez vous rendre en kiosque ou alors vous abonner sur les différents sites de ces journaux pour avoir les contenus de la presse. Nous restons donc dans ce même sillage de la presse, la revue de la presse, mais cette fois-ci en langue anglaise avec Agnès Temouga. Good morning, Agnès. Good morning, Esther. Good morning to you, or good morning, Africa, and welcome to this press review Wednesday morning. Let's start in Cameroon with the Guardian Post, which makes a caption this morning on the Chan reporting that no Anglophone features among the squad is retained for the tournament, despite producing the best goalkeeper and one of the best defenders and equally attackers in the local championship. Read more on page 3. Still on the same caption, the finance minister urges stakeholders to sustain resilience at the launch of the 2021 state budget. The median report this day on the military raid in Mautu Muyuka as it informs that Akbar Balas, CHDA, condemns killings and quotes eyewitnesses as he points fingers at the military. Still on the same caption, the Northwest CPDM bigwig Peter Ngufo denied allegation of him urging President Paul Biya to step aside. The paper continues informing us that he says he only suggested President Paul Biya to get his trusted ally and Generation Made read the entire story on page 2. New Watch makes a caption on the Gabro massacre reporting that Defense Minister is expected at the Yaoundé Military Tribunal next week. For more information, go to page 9. Still on the same caption, the new executive president of the Cameroon Baptist Convention, Reverend Diteme Charlemagne, is indicted. Read more on page 5. Over to Nigeria is with the Nigerian Tribune reporting that Osinbajo pleads with exciting
statement, the federal government's support after scientists briefed the federal government on possible COVID-19 drug. Daily Trust report this morning on the COVID-19 emergency in Nigeria as over 5.8 billion naira is being scheduled for Vaccine Institute. The paper continues informing us on why Nigeria can't develop a vaccine according to experts. More details are found on page 4. The Nation report this morning on school resumption, informing us that states are divided on the matter as private school owners will meet today and January 18 is yet to be evaluated. Read more on page 4. The Guardian report this day on the Central Bank of Nigeria's foreign exchange rate unification. The paper informs us that Rewane warns against an exchange rate fixing as political consideration and intrigues towards Apex Bank's effort. Read more on page 2 of the Gazette. The Punch reported today that non-academic staff threatens to strike as they say 75% of ASU will breed corruption. Lecturer tells unions to fight for their rights as they had an understanding with the federal government. Read the full story on page 2. Let's make a brief stop in Uganda with the Daily Monitor, which makes a caption on the 11 presidential candidates as over 18 million voters are expected to cast their vote tomorrow, Thursday, January 14, 2021. The paper reported on the hope to change each one of the candidates is able to bring to the country once elected. Read more on pages 4 and 5 of the Gazette. The Kenyan newspaper The Star reported that this day that ex-principal secretary Kurt deals with the director of public prosecutions, Adi, in a surprise move that threw former cabinet secretary under the bus. Read more on page 6 of the Gazette. Business Day South Africa reported that business and labor press for action amid stricter lockdown in the country as talks are underway in Nedlac. Out of the continent is with the Guardian reporting this morning that thousands of hospital patients are sent to hotels or to their homes in order to free up beds for COVID-19 patients. More details are found on page 6 of the Gazette. Daily Mirror makes a caption on a free school meal scandal as firms are accused of making profit from poverty by taking cash to feed kids but delivering poultry fruit parcel. Read the full story on pages 4 and 5 of the Gazette. The Sun report this morning that Jeremy Clarkson yesterday issued a rallying call to get Britain vaccinated. Jays used a traffic cone to amplify his message as at a vaccine hub in Oxford as volunteers have reached 35,000. Get the full story from page 4 to page 7. Daily Express reported this morning that Home Secretary Priti Patel has backed a crackdown on the nation's lockdown rule breakers, saying that police was under strict orders to hand out fines to anyone floating the rules. Read more on page 5. Let's end this press review this morning on the Independence newspaper. The paper makes a caption this morning on Donald Trump reporting that he breaks cover as he appeared publicly yesterday, Thursday, for the first time since his supporters stormed the U.S. Capitol. Still on the same caption, NHS warns that pressure on doctors and nurses will grow in coming weeks as figures show too of a pandemic on mental health of staff. This is what we have for you as Press Review this morning. Have a blessed day. Thanks for listening and stay in the company of our programs. Thank you, Agnès, for this information, many more information in review. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous donc dans les différents kiosques ou encore dans les différents sites. Et nous parlons aujourd'hui de terrorisme au Niger, Boko Haram qui revendique l'attaque de Difa. Et nous avons parlé justement avec vous de comment faire pour éradiquer ce fléau dans le Sahel. Patrick Sapa, pour sortir, que peut-on retenir formellement de comment est-ce que le continent doit faire pour définitivement éradiquer le terrorisme? Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Estelle Oum, c'est prendre la décision formelle et sans appel d'évacuer, de libérer et d'évaporer l'espace africain de la présence militaire, des troupes étrangères sur notre continent. Il n'y a pas deux options. C'est l'option unique et sans appel qu'il faut emprunter. Ça prendra les efforts, ça prendra les sacrifices que ça prendra, mais c'est la démarche à suivre. Il n'y a rien d'autre à produire comme orientation, mieux que celle-là, pour espérer, pour avoir l'audace d'espérer, reconquérir l'existence africaine. J'ai toujours dit que exister, c'est compter, c'est être important, c'est avoir la capacité de réagir lorsque l'adversaire a agi. Alors, vous ne pouvez pas être dépositaire de 43% de la richesse mondiale et être toujours à la traîne dans les derniers pôles d'échange secondaires et sans bomber le torse, parce qu'il y a des pays qui sont très fiers d'être pays pauvres, très endettés, très affamés, mendiants systémiques et systématiques internationaux. Et il faut que cette mendicité internationale qui est formalisée par nos gouvernants puisse s'arrêter, parce que nous avons de quoi vivre ici. Nous ne sommes pas les foyers de l'incertitude sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan économique. C'est ici que le réceptacle de toutes les ressources du monde s'est établi. Donc il faut en prendre la conscience intelligente et puis capitaliser tout ce qu'il y a comme ressources sur l'espace continental. Ça fait pratiquement 1,392 408 000 âmes qui résident. C'est un lourd marché africain qu'il faut exploiter et capitaliser. Nous sommes sur 30 330 000 km², donc 622 000 îles et des péninsules, pour voir le segment global de notre continent. Et c'est là-dedans que doivent se mouvoir des relations internes qui vont permettre que nous soyons respectés, mais surtout que de manière endogène, nous prenions la responsabilité de la protection multidimensionnelle et multisectorielle de nos peuples, en commençant justement par le premier levier, qui est celui de la sécurité, et qui est porté, comme je l'ai souvent dit, par la défense nationale, la diplomatie, la sécurité intérieure, la police et la loi, et bien évidemment donc les deux autres détentes qui accompagnent cela, c'est la justice, qui devra jouir de toute sa compétence et de toute son autonomie sur le plan endogène, avant de se soumettre aux juridictions supranationales et internationales pour des cas précis, et qu'on va pouvoir alors produire des politiques économiques fiables et viables qui vont permettre de ramasser le dernier pan, celui des finances publiques qui sont effectivement ramassées par la collecte des impôts et le contrôle des marchés financiers. Alors, donc c'est cela l'existence, Estelle Oum. Il n'y a pas à réfléchir outre mesure. Donc la première chose à prendre comme décision, c'est de formellement mettre en place justement l'orientation de la libération d'Afrique, des bases militaires françaises sur notre continent. Nous avons la base de Djibouti parce que le président Omar Guelleh à Djibouti devra s'y accommoder. La lourde base américaine et la lourde base française qui sont à Djibouti sur la Corne d'Afrique pour prétendument contrôler les choses en Somalie, dans ce golfe d'Aden-là. Il faudra commencer à aménager justement le départ de cette affaire-là. Et puis dans le Sahel, on a suffisamment parlé des bases militaires, les bases arrière, les bases en poste avancé, et puis les bases principales doivent absolument libérer l'espace. Nous allons nous-mêmes nous charger de mettre en place des armées qui seront formées, solidement préparées à préserver les intégrités territoriales africaines et pour se projeter justement dans la construction d'un grand ensemble, parce que nous sommes dans un contexte de confrontation des grands ensembles aujourd'hui. On est obligé de se mettre ensemble parce que l'Afrique doit absolument s'unir ou périr. C'est ça le chantier. Donc le premier chantier dans ce Sahel-là, plus immédiatement au Niger, c'est l'évacuation de ces troupes françaises là-bas sur place. Il y a une base à poste avancé à Port-Bonono, et il y a une base principale à Niamey au Niger. Il faut déjà commencer à réfléchir comment dégager ces bêtises-là. Et puis derrière, dans un très court terme, il faut absolument tout faire
pour que le deuxième tour de cette élection qui s'est enclenchée puisse se tenir le 21 février 2021 et pour qu'on connaisse justement l'avènement de quelqu'un qui sera le produit des aspirations profondes du peuple nigérien à la tête de l'État et qui va porter les vraies revendications du peuple là-bas. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas à réfléchir autrement. Estelle Oum, ce fut un plaisir d'être toujours là et ce sera encore un plaisir de se retrouver sur cette plateforme-là pour apporter les éléments de compréhension à partir de la conscientisation, la sensibilisation, la formation, l'éducation hardie des masses africaines afin justement qu'on ait la masse critique minimale pour établir un rapport de force entre l'Afrique et ses fins limitées du banditisme international. Merci donc à vous Patrick Sapap. C'est avec cette intervention que nous mettons un terme à cette édition de Ligne Rouge de ce matin. Merci également à Issa Sissé qui était des nôtres, à la technique et à vous chers téléspectateurs d'avoir participé à l'émission avec nous. Restez en programme restez en compagnie des programmes de votre télévision panafricaine Afrique Média. Bonjour. Africa!